La grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Le scénario iranien est-il sur le point de basculer ? Côté pile, le déploiement militaire américain se poursuit. Côté face, la fenêtre diplomatique s'ouvre en grand. Reprise imminente des négociations entre Washington et Téhéran. Une date, vendredi. Un lieu, Istanbul. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, atterrit demain en Israël. Il pourrait ensuite rencontrer le chef de la diplomatie iranienne. Le régime confirme tout en précisant aussitôt que les discussions porteront uniquement sur le nucléaire. Tous les scénarios restent ouverts. Pourrait-il s'agir d'une tentative américaine de gagner du temps? Question également sur l'avenir de la contestation. Les manifestants seraient-ils aujourd'hui les grands perdants? Couloir humanitaire pour les uns, brèche sécuritaire à haut risque pour les autres. Le passage de Rafah a rouvert aujourd'hui dans les deux sens pour la première fois depuis un an. Le dispositif est inédit. Mission européenne EBAM, coordination égyptienne, contrôle sécuritaire israélien à distance. L'efficacité sera-t-elle au rendez-vous? Des questions évidemment sur les bénéfices que pourra tirer le Hamas de ce tournant, sans doute imposé par Washington. Israël est-il en train de perdre la main dans cette zone si sensible de la frontière égyptienne? Et si la prochaine crise était déjà en préparation? Et puis à 25 ans, Deni Avdija entre un peu plus dans l'histoire. C'est fait, il devient le premier basketteur israélien sélectionné pour le All-Star Game de la NBA. Consécration pour l'ailier de Portland qui aura explosé cette saison, confirmant son talent hors norme. Avec une moyenne de plus de 25 points par match, il vise encore les playoffs. Rendez-vous le 15 février à Los Angeles. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Tout ça pour ça, retour donc à la case négociation pour le duo États-Unis-Iran. La confirmation est intervenue à la mi-journée. C'est la Turquie qui sera le pays hôte de cette reprise d'un dialogue que l'on pensait oublier. Dialogue autour uniquement du nucléaire, donc affirme Téhéran. Mais négocier dans quel objectif? Que reste-t-il du programme des ayatollahs? Beaucoup de questions ce soir qui font dire à certains que le scénario d'un leurre américain n'est pas à écarter pour l'instant. Le point, Mathieu Windig. Washington et Téhéran seraient prêts à discuter d'une sortie de crise diplomatique. Les discussions pourraient donc avoir lieu cette semaine en Turquie. C'est l'hypothèse avancée par le média en ligne Axios qui décrit les efforts de la Turquie, de l'Égypte et du Qatar pour organiser une réunion entre de hauts responsables iraniens à Ankara et l'envoyé de la Maison-Blanche, Steve Witkoff. En Iran, l'agence de presse Fars annonce que le président Pezeshkian a ordonné le début des négociations avec les États-Unis et que par conséquent, l'Iran et les États-Unis tiendront des pourparlers sur le dossier nucléaire. Sur CNN, le chef de la diplomatie iranienne répète que son pays n'est disposé qu'à discuter que du dossier nucléaire, excluant ainsi toute réduction de l'arsenal de missiles balistiques. Au ministère des Affaires étrangères iranien, on examine et discute des détails du futur processus diplomatique et l'on espère des résultats dans les prochains jours. En échange de la mise en place de mesures visant à instaurer la confiance et afin d'adresser les prétextes plutôt que les préoccupations au sujet du programme nucléaire iranien, notre exigence est bien sûr la levée des sanctions injustes qui ont été imposées au peuple iranien ces dernières années. Le dossier qui nous préoccupe actuellement comprend des menaces et il est certain que toute négociation, dans tout processus diplomatique, toutes ces questions doivent être abordées ensemble. Dans ce contexte, Steve Witkoff est attendu en Israël demain pour des réunions avec le Premier ministre et le chef d'état-major de Tsahal. Eyal Zamir était dans la capitale américaine ce week-end pour une série d'entretiens avec des responsables américains de la défense concernant l'Iran. Hier soir, le chef d'état-major a exposé le bilan de son voyage au Premier ministre Netanyahou, au ministre de la Défense et au chef du Mossad. Selon les médias israéliens, il est ressorti des discussions que les États-Unis étaient plus proches d'attaquer l'Iran qu'il y a une semaine. Cependant, l'ampleur de cette attaque reste incertaine. Voilà, double carte américaine, donc négociation d'une main, et de l'autre, ce déploiement militaire qui se poursuit, notamment des bombardiers stratégiques sur la base de Diego Garcia. Un expert avec nous de renom, le vice-amiral de réserve de Tsahal, Eliezer Marom, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien commandant de la marine israélienne. Alors on pensait que le nucléaire iranien n'existait plus, en tout cas c'est ce que disait Donald Trump après les frappes américaines de juin dernier. Est-ce que vous pensez que ces négociations, d'abord, c'est une sorte de retour à la case 2015 pour les Américains et les Iraniens? Non. D'abord, j'espère que non. D'abord, nous devons voir si ces négociations ont lieu. Il y a beaucoup d'informations. Nous sommes assez troublés parce que plus d'un élément en Iran parle de négociations. Certains disent une chose, d'autres en disent d'autres. Il faut vraiment attendre avec patience et voir. En tout cas, le Premier ministre israélien, Netanyahou, a demandé à Steve Witkoff
qui est en route vers le Golfe, sur les affaires d'ailleurs de l'Ukraine et de la Russie. Et il lui a demandé de venir d'abord en Israël parce qu'il est bien possible qu'il y ait un rendez-vous vendredi entre Witkoff et Arakchi. Ce ne sera pas un rendez-vous avec tous les deux seuls, ce sera un sommet avec d'autres États apparemment, États musulmans et arabes de la région. Nous devons préserver ce qui nous importe. Si les Iraniens veulent négocier, pas de problème. Mais la négociation devra inclure 3 éléments très importants. Premièrement, pas de nucléaire, pas de plan nucléaire militaire, pas d'enrichissement de l'uranium sur la terre d'Iran. L'Iran doit faire sortir de son territoire les 400 et quelques kilos d'uranium 2, 3, 5 qui ont été enrichis à un niveau de 60%. Et qui sont encore sur le territoire iranien, premièrement, et arrêter l'enrichissement. Deuxièmement, arrêter le développement des missiles balistiques et arrêter d'entreposer des missiles balistiques pour menacer Israël. Et troisièmement, pas moins important, arrêter le soutien aux organisations terroristes comme le Hezbollah, les Houthis, le djihad islamique, le Hamas, et devenir un État qui veut vivre en paix au Proche-Orient. L'État d'Israël ne pourra pas accepter que l'Iran ait des milliers de missiles balistiques qui menacent Israël et que nous restions pour attendre qu'on nous les lance. C'est totalement intolérable de vivre ainsi et nous n'en serons en aucun cas d'accord. Un tel accord n'est pas acceptable. Et si les Américains ne font pas le travail, il n'y aura pas le choix. Ce sera Israël qui devra le faire. Donc inclure l'uranium enrichi et les problèmes balistiques donc, dans ces négociations. Alors, ce qu'on voudrait entendre de votre part aussi, c'est que vous livrez une analyse là, ces jours-ci dans les médias israéliens, d'après laquelle les Américains souhaitent éviter qu'Israël intervienne militairement lors d'une éventuelle confrontation, parce que ça reste possible quand même entre les Américains et l'Iran. Est-ce que vous pensez vraiment qu'Israël peut se tenir à l'écart d'un tel conflit ? Ça dépend de beaucoup de choses. Nous avons vu ces derniers jours le chef du Mossad et le chef des renseignements et le chef d'état-major aller à Washington. Et dans cette rencontre du chef d'état-major, il y avait le prochain commandant des forces aériennes, qui est aujourd'hui le vice-commandant de l'armée de l'air israélienne. Et ce que les Israéliens ont dit aux Américains, c'est la chose suivante. Nous, pour nous protéger des missiles balistiques iraniens, non seulement nous lançons des lanceurs qui arrêtent comme le Arrow 3, le Dôme de Fer et autres, mais en même temps, non seulement nous arrêtons les missiles, mais nous attaquons les lanceurs en Iran pour les empêcher de lancer d'autres missiles. Et ça, c'est la tactique de défense de l'État d'Israël. Donc, si vous allez attaquer, les Américains vont attaquer l'Iran. Si vous, Américains, n'attaquez pas les lanceurs de missiles et qu'ils nous lancent des missiles, nous serons obligés de nous joindre à cette offensive pour nous protéger. Ce sera une action défensive et non pas offensive. Et donc, il est parfaitement possible que les Américains attaquent des positions des gardiens de la Révolution et nous, en même temps, nous allons lancer des attaques de lanceurs. Rappelons-nous que pendant la guerre des 12 jours, nous avons détruit plus de 200 lanceurs de missiles balistiques iraniens, ce qui est un succès extraordinaire. Les Iraniens en avaient environ 400. Nous en avons détruit la moitié à peu près. Et nous ne pourrons pas nous défendre et nous protéger uniquement avec des missiles qui détruisent les missiles lancés contre nous, parce qu'il n'y a pas une défense à 100% par les dômes de fer. Et donc nous devons à la fois nous protéger et en même temps attaquer en Iran. Et pour cela, il faut une coordination entre les armées américaines et israéliennes. Coordination avec le rôle actif, on l'imagine, du Mossad sur le terrain en termes de renseignement. Merci beaucoup à vous pour cette analyse très intéressante ce soir. Vice-amiral
l'amiral Eliezer Marom. Un passage évidemment également par Washington ce soir pour y retrouver notre correspondant Antoine Delard. Bonjour Antoine, alors la diplomatie on le voit bien s'active de part et d'autre. Steve Witkoff, l'homme de confiance de Donald Trump, est attendu, on le disait, demain en Israël, avant peut-être une rencontre qui serait alors historique à Istanbul avec le chef de la diplomatie iranienne. Oui, d'abord, ce qu'on remarque, c'est que le ton de Donald Trump a nettement changé. Le président américain semble bien moins belliqueux qu'en début de semaine dernière. Trump dit que l'Iran veut discuter. Trump dit que l'Iran est sérieux dans sa volonté de négociation. Lui-même dit vouloir ou dit espérer conclure un accord. Et c'est l'incontournable Steve Witkoff qui pourrait être à la manœuvre. Steve Witkoff qui a déjà géré le dossier à Gaza, qui s'occupe actuellement de la guerre en Ukraine et qui pourrait donc hériter d'une casquette supplémentaire. On parle d'une réunion qui pourrait avoir lieu vendredi en Turquie entre l'émissaire de Donald Trump et le ministre des Affaires étrangères iranien. Avant cela, Witkoff sera de passage par Israël, rencontre demain avec Benjamin Netanyahou, mais aussi avec le chef de Tsahal, probablement pour faire le point donc sur la situation. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si les discussions ont lieu avec les Iraniens, ce seront des discussions à la Donald Trump, c'est-à-dire que le président américain a tout fait pour mettre une pression maximale sur le pouvoir iranien, avec ce déploiement militaire très impressionnant au large de l'Iran. Une façon pour Trump d'être en position de force à la table des négociations et tordre le bras aux mollahs pour les pousser, les contraindre à faire des concessions sur 3 points qui sont fondamentaux pour Donald Trump. D'abord, le programme nucléaire iranien. Trump veut l'arrêt complet du programme, c'est-à-dire la fin de l'enrichissement d'uranium et la restitution des stocks d'uranium déjà enrichis. Le deuxième point, c'est le programme balistique iranien. Trump veut limiter le nombre de missiles dont disposent les Iraniens. Il veut aussi limiter la portée de ces missiles, limite à 500 km, ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, eh bien, les Iraniens n'auraient plus la capacité d'aller frapper notamment Israël. Et puis le troisième point, ce sont les milices alliées de l'Iran. Washington exige que l'Iran arrête de financer ces milices. Alors on verra si les Iraniens sont disposés à faire des compromis sur ces points-là, qui jusqu'ici étaient des lignes rouges pour eux. Mais les États-Unis et Donald Trump pensent qu'il y a manifestement un coup à jouer dans la mesure où le régime iranien est dans un état de vulnérabilité historique. Jamais, selon le renseignement américain, le régime iranien n'avait été aussi faible depuis 1979. Alors attention, tout ça n'est peut-être aussi qu'un écran de fumée pour Donald Trump, une façon pour lui de gagner du temps et de continuer à peaufiner son dispositif militaire, notamment à continuer de défendre les bases américaines dans la région, des bases qui en cas d'attaque pourraient en retour être prises pour cible, en représailles par le régime iranien. On apprend que les États-Unis sont toujours en train de accroître la défense de ces bases, notamment en déployant des batteries de défense antimissiles, des batteries THAAD ou Patriot, qui sont donc toujours en cours de déploiement. Et tant que les bases américaines ne sont pas bien protégées, Donald Trump, évidemment, ne pourra pas passer à l'action, ne pourra pas enclencher l'action militaire contre l'Iran. Effectivement, beaucoup de paramètres encore. Merci beaucoup Antoine Delard depuis la Maison-Blanche, toujours aussi enneigée à Washington. Alors question également, pourquoi la Turquie comme médiateur et pays hôte de ce dialogue renoué entre Américains et Iraniens? On accueille un expert de la question, c'est le docteur Khay Ethan Cohen. Yana Rokak, bonsoir et merci de nous rejoindre en plateau. Vous êtes spécialiste de la Turquie et chercheur au JISS. Eh bien, quel rôle joue la Turquie justement dans ces pourparlers qui redébutent, USA-Iran? Pourquoi tout ça va se dérouler à Istanbul et pas ailleurs? D'abord, je voudrais dire que la Turquie fait tout pour que cette guerre n'ait pas lieu. C'est vraiment l'intérêt turc de laisser le régime des ayatollahs en place à Téhéran. La raison de cela, du point de vue turc, si le régime des mollahs tombe, eh bien, arriveront probablement un nouveau régime en faveur d'Israël. Et cela est intéressant, mais du point de vue turc, le fait que l'État d'Israël est conçu aujourd'hui comme la première menace contre la Turquie, eh bien, il pense que si l'Iran et son régime tombe, eh bien, Israël pourra se concentrer davantage sur la Turquie, premièrement. Deuxièmement, si le régime des ayatollahs tombait, du point de vue turc, peut-être que l'Iran pourrait être démantelé, et alors les Kurdes risquent d'obtenir une autonomie et peut-être même une indépendance, ce qui, là encore une fois, pourrait créer un effet domino. Et enfin, si l'Iran tombe, eh bien, il pourrait y avoir toute une vague d'immigration vers la Turquie, comme nous l'avons vu pendant la guerre en Syrie. Et donc, en fin de compte, puis encore un point,
que je ne voudrais pas oublier. Si l'Iran tombe, si le régime tombe, eh bien, cela serait un modèle, un exemple, comment faire tomber un régime par les manifestations. Et donc, ça pose des grandes questions sur ce qui s'est passé en Turquie l'année dernière, où il y a eu des manifestations, le maire d'Istanbul a été emprisonné, et on a vu d'énormes manifestations. Bref, la Turquie ne veut pas de changement de régime en Iran. Et la Turquie préfère un Iran faible et pour fonctionner comme le dirigeant du monde musulman et dans le monde entier se présenter comme le gestionnaire entre la Russie et l'Ukraine, à Gaza, en Iran. Donc médiateur partout. Si nous parlons de paix, nous parlons de la Turquie. La Turquie est un acteur positif et l'ami proche des États-Unis. Voilà les méthodes qu'ils essaient de vendre. Ouais, donc intéressant cette inquiétude des régimes autoritaires comme la Turquie quand ils observent ce qui se passe justement en Iran et cette contestation. En tout cas, vous dites que la confrontation avec Israël qui est commune à l'Iran et à la Turquie, ça passe avant la rivalité justement entre Ankara et Téhéran. Mais quel est l'intérêt, vous diriez, de la part dans ce face-à-face États-Unis-Iran d'Erdogan, qui est à la fois pays membre de l'OTAN et qui partage, vous l'avez dit, des intérêts très complexes avec l'Iran? Quel est l'intérêt pour vous d'Erdogan justement à jouer les médiateurs aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis en sachant qu'il est membre de l'OTAN, c'est vrai, et qu'il a aussi, qu'il partage des intérêts complexes avec les Iraniens? Eh bien, je vais vous dire, d'abord, je vous ai expliqué pourquoi il veut le maintien du régime et il veut se présenter devant Donald Trump comme celui qui est capable de fournir. Qu'est-ce qu'il veut, Trump? Trump veut arriver aux objectifs de la guerre par les négociations sans devoir faire la guerre. Et si Erdogan lui permet d'obtenir ce qu'il veut, Donald Trump, eh bien, Erdogan deviendra bien plus important, bien plus central. Il deviendrait, si vous voulez, un acteur que Trump ne pourra pas contourner. Et donc, du point de vue d'Erdogan, si jamais il réussissait à faire cela, il deviendrait le numéro 1 de la diplomatie turque. Le fait est que nous parlons depuis plus d'un mois d'une guerre régionale. Tous, nous sommes en alerte, tant vous que moi, notre pays, tout le monde et toute la région. Et si jamais, en effet, les États-Unis pouvaient obtenir la majorité de ces exigences par la diplomatie sans qu'il y ait de tir ou de guerre, ce serait un résultat fantastique pour la Turquie. Et ainsi, l'Iran reconnaîtrait la supériorité turque. Et du point de vue de la compétition régionale, c'est très important. Une question de prestige diplomatique, et on comprend que ça compte effectivement par les temps qui courent. Merci beaucoup à vous, docteur Eitan Haït-Cohen Yana Rokak, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors dans ce contexte, l'Iran a annoncé aujourd'hui avoir convoqué l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne en poste à Téhéran, un geste de protestation contre la décision évidemment des Européens, souvenez-vous, de classer il y a quelques jours les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Pour en parler, on va retrouver notre correspondante qui est à Paris dans nos studios. Bonsoir Anna Papiachvili. Alors Anna, c'est une mesure qui a été adoptée la semaine dernière par les ministres des Affaires étrangères de l'UE et qui faisait suite à la répression sanglante des manifestations. Oui, la chef de la diplomatie européenne avait justifié cette décision dans un communiqué. Kaja Kallas avait affirmé que la répression ne peut rester sans réponse et qu'un régime qui tue des milliers de ses propres citoyens accélère sa propre fin. Pour Bruxelles, les gardiens de la révolution ont joué un rôle crucial dans les violences exercées contre les manifestants en Iran. Du côté de Téhéran, le ton est monté immédiatement face à cette décision. L'Iran a annoncé avoir convoqué l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne en poste à Téhéran. Hier et aujourd'hui, les représentants de tous les États membres de l'Union européenne ayant une ambassade à Téhéran ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères. Voici la déclaration aujourd'hui en conférence de presse par le porte-parole de la diplomatie iranienne. Esmaël Bagaï a par ailleurs ajouté qu'il s'agit là d'une mesure minimale avant l'annonce prochaine d'autres représailles. Fin de citation.
citation. Précédemment, l'Iran a par ailleurs aussi déclaré comme groupe terroriste les armées européennes. Cette information a été confirmée aujourd'hui par le ministère français des Affaires étrangères. L'Iran a en effet convoqué les ambassadeurs de l'Union européenne, selon le communiqué qui a été publié tout à l'heure par le porte-parole du Quai d'Orsay, qui rajoute dans ce texte que le corps des gardiens de la révolution islamique porte une responsabilité écrasante dans l'insoutenable répression des manifestants, avant de conclure ce communiqué en appelant Téhéran à libérer immédiatement les prisonniers, mettre fin aux exécutions, lever le blocus numérique et permettre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'enquêter sur les crimes commis en Iran. Fin de citation. Anna Papiachvili depuis Paris, merci beaucoup Anna pour ces précisions. Et autre question importante ce soir, quel avenir pour la contestation en Iran? Les manifestants héroïques seront-ils les grands laissés pour compte de cette reprise du dialogue USA-Iran? Bonsoir Mayar Monchipour et merci à vous de répondre ce soir à nos questions. On rappelle, vous êtes boxeur franco-iranien, champion du monde. Quel est votre sentiment ce soir? Sentiment d'abandon peut-être de la part des États-Unis? Même si c'est provisoire. Bonjour à tous. Je souris par politesse, c'est terrible. Tout ça pour ça. Mon père me le dit souvent. Mon père, qui est un très grand politicien historien, me dit toujours que les politiques, que ce soit Israël et que ce soit les États-Unis, avec raison, je l'ai souvent dit, avec raison, ne pensent qu'à leur propre intérêt. Mais là, Trump avait demandé aux Iraniens de sortir. Je serai là, s'il n'est pas là. On ne connaît pas les chiffres, on le saura dans quelques temps, réels, des chiffres réels. L'opposition les grossit, le régime l'amoindrit. Mais plusieurs milliers de morts pour rien, c'est terrible. Ouais. Vous gardez l'espoir qu'il y a quand même peut-être l'idée d'un coup de bluff, un de plus de Donald Trump. On se souvient quand même qu'en juin, il avait dit on va négocier, on se donne 3 semaines pour négocier, et puis il avait frappé 1 ou 2 jours après avoir déclaré cela. Vous savez, encore une fois, je sais pour qui je parle, et je le parle librement, puisqu'on vous doit beaucoup. La guerre des 12 jours a été, après la révolte Mahsa Amini, le véritable début de la fin. Quand Reza Pahlavi, en 2023, avait été reçu en Israël, quand il est venu avec une kippa visiter le mur des lamentations, mon père m'a dit qu'il a été choisi, qu'il est adoubé. On l'espère réellement. Moi, je ne suis pas un royaliste, loin de là, il faudra un régime parlementaire, mais on veut la fin des mollahs. J'espère que les États-Unis d'un côté et Israël. Quand je dis j'espère, non, je ne parle pas au nom de tous les Iraniens, mais de beaucoup d'Iraniens. Nous espérons que les États-Unis et Israël, peut-être aujourd'hui les véritables justiciers dans le monde, ne nous lâcheront pas. Ça serait terrible d'avoir eu tant d'espoir. Vous imaginez des pères de famille. Je ne sais pas si vous les avez vus. Vous avez vu ces enfants pleurer sur la tombe de leurs parents, de leur maman ou de leur papa, de leurs frères. Vous leur avez donné l'espoir et il ne faut pas les lâcher. Ouais, c'est insoutenable et on comprend. Donc vous dites négociation, ça rime avec déception ce soir. Le peuple iranien perdant, le régime iranien peut être renforcé. Vous parlez justement des victimes. On a entendu ces accusations d'injection forcée sur des prisonniers et des blessés exécutés. Est-ce que vous avez, en quelques mots, des informations concernant ce qui ressemblerait à des horreurs? Honnêtement, non, je n'ai pas d'informations plus que ce que Instagram nous montre. Et heureusement qu'il y a ces réseaux sociaux. Ce sont des gens que vous connaissez, comme Mona Jafarian, qui sont bien mieux informés que moi. Moi, tout ce que je sais, et ils l'ont démontré, qu'un mollah, un religieux qui exploite le manque d'instruction, l'analphabétisme des gens pour régner, pour de l'argent. On le sait, on connaît qu'ils sont pour la plupart millionnaires, pour certains, comme le fils de Khamenei, enfin Khamenei lui-même milliardaire. Ils ne sont là qu'en utilisant quelqu'un qu'on n'a jamais vu pour exploiter les gens. C'est terrible, en fait. On le savait. Ils ont nulle part aller. Si une dizaine irait en Russie, qu'est-ce que feraient les autres? On savait qu'ils tueraient pour rester au pouvoir et finalement, ils vont peut-être rester. Ouais, en tout cas, voilà, on comprend ce soir ce désarroi, ce coup de froid pour la contestation en Iran. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mayar Monchipour, en direct dans la grande édition ce soir.
Autre grand titre, Gaza et une journée marquée par la réouverture, on disait, dans les deux sens du passage de Rafah qui sépare Gaza et la frontière égyptienne, couloir humanitaire pour les uns, mais brèche sécuritaire à haut risque, passoire pour les autres. La gestion du site va nécessiter une coopération active entre Européens, Égyptiens et Israéliens. Alors Israël serait-il en train de perdre peu à peu la main dans cette zone si sensible? Élément de réponse d'abord avec Chani Guidalia. Après plus d'1 an et demi de fermeture, le passage de Rafah a repris ses activités aujourd'hui. Cette reprise intervient après une journée de fonctionnement test. Selon des sources sécuritaires, la circulation s'effectue dans les deux sens et avec des quotas journaliers précis. Environ 150 personnes sont autorisées à quitter Gaza vers l'Égypte. La mission européenne IOBAM fournira quotidiennement à l'Égypte une liste de Gazaouis demandant à quitter le territoire et les Égyptiens pourront approuver ou rejeter ces demandes. Dans le même temps, 50 Gazaouis seront autorisés à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Après un contrôle de sécurité, ils seront autorisés à entrer le lendemain. L'ouverture du point de passage de Rafah constitue une étape positive dans le plan de paix. La mission de l'Union européenne est de surveiller les opérations de passage et de soutenir les gardes-frontières palestiniens. La reconstruction de Gaza dépendra du désarmement du Hamas. Sur le plan humanitaire, des sources impliquées dans la réouverture indiquent que des listes de patients nécessitant des soins médicaux ont été transmises à l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS coordonne avec des autorités sanitaires les procédures de prise en charge hors de Gaza. Le passage de Rafah rouvre donc de manière progressive et contrôlée, un dispositif présenté comme sécuritaire et soumis à une surveillance étroite. Selon les termes de l'accord, l'armée israélienne n'est pas présente au point de passage, mais utilisera des moyens technologiques pour surveiller les mouvements des personnes entrant et sortant. Voilà, et on se tourne vers notre expert défense qui nous rejoint. Bonsoir Mathias Inbar. Alors Mathias, constat avec vous d'abord, encore beaucoup d'armes à Gaza, 20 000 d'après l'appareil sécuritaire, mais c'est un chiffre qui serait sous-estimé d'après d'autres sources. Oui, d'après mes sources, c'est un chiffre complètement sous-estimé. Il y aurait plusieurs dizaines de milliers d'armes encore dans la bande de Gaza. Chaque quartier, si vous voulez, mes sources m'informent qu'il y a un stock important d'armes toujours à l'intérieur de la bande de Gaza et qui plus est, ils en tiennent pour preuve à chaque fois qu'il y a une explosion, et il y a eu des explosions récemment, que ce soit dans le nord ou dans le centre de la bande de Gaza, et à chaque fois il y a une deuxième explosion, signe donc qu'il y a toujours encore des entrepôts d'armes souterraines ou dans des lieux tenus secrets par le Hamas, qui, lorsqu'ils sont visés par l'armée israélienne, eh bien, il y a une première explosion du missile israélien et un deuxième champignon qui témoigne donc de la présence de combustible et d'explosifs. Et ça, pour certaines sources de l'appareil sécuritaire israélien, c'est insupportable parce que on a l'impression effectivement qu'on revienne progressivement à une doctrine du 6 octobre. Et en plus de cela, au-delà de cette ligne jaune, il faut savoir qu'il y a des éléments du Hamas qui s'entraînent parfois à 300 mètres à peine en zone, donc au-delà de la ligne jaune, en territoire normalement aujourd'hui contrôlé par le Hamas, qui s'entraîne à 300 mètres à peine des positions israéliennes. On tire effectivement aussi une sonnette d'alarme du côté de ces sources sécuritaires qui me disent qu'il faut absolument réagir et être beaucoup plus sévère, de telle manière à ce que le Hamas comprenne que pour l'instant, le maître de lieu, c'est pas Israël et non pas le Hamas. Ouais, donc il est temps de se réveiller. Vous dites le désarmement du Hamas, c'est encore très lointain. Alors concernant cette réouverture aujourd'hui du passage de Rafah, on a entendu des habitants du pourtour de Gaza, les localités israéliennes du Sud, qui sont inquiets. Ils ont de vraies raisons de l'être, vous diriez? Ils ont raison de l'être, bien évidemment. Il ne faut pas dormir véritablement et faire confiance complètement à tout ce qui se dit dans la presse internationale. Et c'est vrai par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que le Hamas est toujours armé, le Hamas s'entraîne. Mais en même temps, si on fait le bilan, David, de ce que nous a proposé Donald Trump jusqu'à présent, certes, tout n'est pas absolument rose, mais en même temps, si on fait le bilan, l'armée israélienne, effectivement, contrôle encore entre 47 et 50% du territoire de Gaza. Les otages vivants sont tous revenus. Les otages assassinés le 7 octobre ou en captivité le sont également. Et aujourd'hui, Donald Trump propose de désarmer. Le Hamas va pas tarder à imposer une deadline. Alors oui, une date limite. Alors oui, pour l'instant, ce conseil de la paix semble plutôt factice parce que personne ne semble être à même
de pouvoir aller manu militari, prendre les armes du Hamas. Personne ne l'a fait au Liban, personne ne devrait le faire également dans la bande de Gaza. Mais à partir du moment où Donald Trump est le maître pour l'instant du jeu, il faut faire le dos rond et attendre. Pour l'instant, de manière générale, ça a satisfait les intérêts israéliens. Reste à voir pour la suite. Ouais, la pluie et le beau temps, ça se décide décidément à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Mathias Inbar, d'avoir été avec nous ce soir pour cette analyse. Et ce soir, un témoignage exceptionnel. Voici l'invité de cette édition. Le médecin qui a identifié le corps de Ran Gvili, héros d'Israël, le dernier otage israélien à Gaza, enterré mercredi dernier. Il est dentiste à Tel Aviv et francophone. On a le plaisir d'interroger ce soir le commandant G. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes dentiste, commandant de réserve donc au sein de l'unité 6017 d'identification des corps de Tsahal. D'abord, pouvez-vous nous raconter un petit peu ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti au moment où vous prenez conscience que vous venez de reconnaître quand même celui qui était attendu par un pays entier? Bien sûr, David, ce soir, on avait travaillé depuis le soir, on a continué à travailler le matin, on cherchait les corps. Tout d'un coup, je me rends compte qu'un des corps que je vérifie, potentiellement, pourrait tout à fait être Ran Gvili. À ce moment-là, c'était vraiment un sentiment, on espérait très fort que ce soit lui. C'était juste au début, on l'a fait passer aux radios et on attendait vraiment une réponse. On était très, très émus de la situation. Ouais. Émotion, on imagine. Alors c'est ça, il y a un protocole précis à savoir, à suivre. Chaque dentition de soldat, c'est important, d'Israël est enregistré dans les fichiers de Tsahal. Et effectivement, chaque soldat qui se fait enrôler depuis une vingtaine d'années, on prend les radios directement. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé pendant la guerre pour pouvoir reconnaître les soldats, les otages. Et donc, bien sûr. Alors, vous connaissiez, vous déjà, vous aviez en tête les photographies, on imagine dentaires de Ran Gvili, l'identification, elle a été immédiate? Ça faisait plusieurs semaines qu'on s'était préparé, on avait tous ces radios, et pas seulement les radios, aussi la clinique de ses dents, l'anatomie de ses dents en tête. Et dès que je l'ai vu, j'ai compris que j'ai trouvé ce que je recherchais. Alors c'est ça, quand on connaît le poids des événements du 7 octobre, quand même depuis plus de 2 ans sur l'ensemble de la société israélienne, vous avez le sentiment, quelque part, avec cette découverte, d'avoir bouclé la boucle, quelque part? C'est un sentiment très fort, très significatif. Je sens vraiment qu'on a beaucoup contribué à pouvoir fermer toute cette histoire des otages. C'était tellement significatif pour sa famille avant tout, mais aussi pour tout l'État d'Israël, pour toute l'unité qui a travaillé si dur pendant toute la guerre. C'est quelque chose un sentiment très très fort qui ne me lâche pas depuis. Ouais, donc c'est ça, c'est un moment qui va marquer votre vie. On imagine, c'est quelque chose qui arrive pas tous les jours. Ça reste vraiment le temps fort. C'est pour ça, quelque part, que vous êtes engagé à Tsahal. C'est pour contribuer à ce genre de découverte qui permet justement à une famille de faire son deuil. Dès le 7 septembre, je me suis dit, comment est-ce que je peux aider? Quelle est la meilleure façon pour moi d'aider? Je me suis fait enrôler dans cette unité. On a appris tout très très vite et on a beaucoup travaillé pendant la guerre et je sens vraiment que j'ai donné tout ce que moi, de mon côté, je pouvais pendant la guerre. Ouais, c'est ça, parce que vous combinez vous-même vie civile avec votre cabinet dentaire qui est à Tel Aviv, au cœur de Tel Aviv, et puis un engagement sans faille depuis des années envers l'armée, dentiste en Israël. C'est une expérience, on va dire, qui est unique au monde. Je ne pensais pas, quand j'ai commencé à étudier, à faire mes études, je ne pensais pas que j'arriverais à des situations telles quelles. Mais je suis tellement content d'avoir pouvoir contribuer de la manière la plus professionnelle et qui me correspond le mieux. Eh ben, on vous dit bravo. Tout Israël, d'ailleurs, vous dit bravo, commandant G. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien ce soir en direct. On va passer tout de suite au parti pris de cette édition, petite parenthèse politique. Alors ce soir, on va évoquer un dossier complexe qui concernerait des proches du patron du Shabak, David Zini. Bonsoir Daniel Haig, vous allez nous expliquer un petit peu, parce qu'on parle d'une famille exemplaire, enfin d'un dossier finalement assez rocambolesque. La fidélité de cette famille, le sionisme de cette famille n'était plus approuvé depuis longtemps, on le sait bien, mais là on parle d'une sombre histoire de trafic de cigarettes, le vrai du faux, parce que c'est vrai que ça paraît assez abracadabrant. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cette affaire et je vais l'aborder de la manière suivante. Quelqu'un cherche David Zini, le chef du Shin Bet.
Je vous rappelle que depuis que David Zini a été nommé par Benyamin Netanyahou, eh bien, on a vu à de multiples reprises des recours, des accusations tout le temps mensongères contre David Zini, dans le but d'empêcher sa nomination au poste de Shin Bet. Et eh bien, on n'a rien trouvé. David Zini est blanc comme neige, il n'a aucun dossier. Et donc, en fait, tous ceux qui souhaitaient voir David Zini ne pas être à la tête du Shin Bet, eh bien, sont restés dans l'embarras. Ils n'arrivaient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, on a le sentiment qu'ils cherchent la famille de David Zini. Pourquoi ils cherchent la famille de David Zini ? C'est assez intéressant et même c'est stupéfiant. Parce que dans la commission de nomination des très hautes personnalités, la commission Grounis, eh bien, il y a une clause qui a été déterminée, qui a été rédigée au moment de la nomination de David Zini. On a dit, effectivement, cette commission a dit, effectivement, David Zini est clean, il n'y a aucun problème pour le nommer au poste de chef de Shin Bet. Il a été vérifié peut-être plus que les autres. Il a été vérifié avec des loupes et de multiples loupes. Eh bien, il y a une clause qui dit, attention, si un membre de sa famille risquait d'être impliqué dans des infractions à la loi, eh bien, cela pourrait remettre en cause sa nomination. C'est une clause qui n'a jamais existé dans aucune autre nomination d'aucune autre personnalité. Dans aucun pays, on peut le dire peut-être, sans doute. Probablement. Et donc, là, il y a cette clause. Alors, ceux qui veulent chercher David Zini, comme je dis, ceux qui ne veulent pas voir David Zini à la tête du Shin Bet, eh bien, peut-être sont en train d'essayer de trouver dans les membres de sa famille, je ne rentre pas plus dans les détails, des problèmes pour invalider par la suite sa nomination. C'est stupéfiant. Effectivement, comme vous l'avez dit, David, la famille Zini, c'est une famille que l'on connaît très bien dans la communauté francophone. Elle se distingue par, on va dire, au moins 2 caractéristiques. C'est vrai, son franc-parler, le franc-parler des rabbins de la famille Zini, c'est connu, mais aussi par son intégrité. L'intégrité de la famille Zini, c'est connu. Et donc là, quelque part, il est en train de se passer quelque chose. Il faut souligner que le proche de David Zini a servi des centaines de jours dans l'armée, il n'a pas de dossier de casier judiciaire. C'est stupéfiant. Les choses se passent comme cela. Je ne serais pas loin de dire que peut-être que quelqu'un a essayé de soudoyer un proche dans l'unité de ce proche de David Zini pour essayer de le faire chuter. Ça ne serait pas loin et ça ne serait pas stupéfiant tellement cette affaire et va à l'encontre de tout bon sens. Stupéfiant, c'est le mot qu'on retiendra en tout cas. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ce parti pris ce soir. Allez, le dossier de la semaine, on y vient. 2e épisode ce soir, la Russie, facteur X du Moyen-Orient ou pas. On va voir comment Moscou est brusquement passé du statut de rival, faisant jeu égal avec les États-Unis, à celui de figurant. Le tournant de la fin des années 1970, époque à laquelle l'issue de la guerre froide est encore incertaine, époque à laquelle Washington tente de panser les plaies de la guerre humiliante du Vietnam et entend redorer son blason diplomatique. Au Moyen-Orient, au carrefour des enjeux, eh bien l'Égypte qui veut elle aussi tourner la page de ses défaites face à Israël, survient alors le coup de maître des accords de Camp David dont l'URSS ne se relèvera jamais. Récit d'abord de Mathieu Winding. Quand on parle de Camp David, on pense souvent à la paix entre l'Égypte et Israël, mais vu de Moscou, c'est autre chose. C'est une défaite stratégique majeure, peut-être la plus grave de toute la guerre froide au Moyen-Orient. Tout commence avant même Camp David. En juillet 1972, le président égyptien Anwar el-Sadat expulse près de 20 000 conseillers militaires soviétiques. C'est un geste spectaculaire confirmé à l'époque par le Caire et par Moscou. Sadat reproche à l'URSS son soutien militaire jugé insuffisant, son refus de fournir certaines armes modernes et surtout son incapacité à lui rendre le Sinaï. C'est le premier signal d'alarme, mais le vrai choc arrive en septembre 1978 à Camp David, sous l'égide du président américain Jimmy Carter. Le président Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin négocient directement, sans les soviétiques. Un an plus tard, en mars 1979, le traité de paix est signé à Washington. Camp David n'est pas seulement un accord de paix, c'est le moment où les États-Unis deviennent l'acteur central et quasi exclusif du jeu moyen-oriental, tandis que l'URSS est reléguée en rang de spectateur. Le message envoyé à toute la région est limpide. Seuls les États-Unis peuvent garantir à la fois la sécurité militaire, la reconnaissance diplomatique et l'aide économique. L'Égypte recevra ensuite une aide américaine massive, plus d'1,3 milliard de dollars par an à partir des années 80, une aide toujours en place aujourd'hui. Pour la Russie soviétique, les conséquences sont durables. L'axe Moscou-Le Caire s'est effondré, l'URSS est marginalisée dans le processus de paix israélo-arabe. L'Empire soviétique doit se recentrer sur la Syrie, l'Irak et des acteurs secondaires.
À partir de Camp David, l'URSS et plus tard la Russie ne dictent plus le tempo régional. Elle s'adapte, elle compense, mais elle n'arbitre plus. Alors, le tournant de Camp David ne signifie pas pour autant que la Russie a abandonné le Moyen-Orient. Moscou sait se placer habilement, ça et là encore aujourd'hui. On va le voir avec vous, Mathieu Winding, à qui on doit ce dossier ce soir. Bonsoir Mathieu. Deux exemples qui comptent beaucoup. La Syrie, d'ailleurs on y reviendra dans le courant de cette semaine. Et puis surtout, ce soir, la question palestinienne. Oui, David, la Russie soviétique, qui se trouve désormais isolée au Moyen-Orient, se tourne vers des pays qui s'opposent aux accords de Camp David. Elle renforce également ses liens avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Moscou met également fin à la détente et cherche de nouveaux appuis, comme en Afghanistan où l'URSS finit par intervenir militairement en fin 1979 pour d'abord sécuriser sa sphère d'influence. Le soutien soviétique à l'OLP s'accentue dès 1974, quand l'URSS perd pied en Égypte. 1974, c'est l'année où Moscou reconnaît l'OLP comme seul représentant légitime du peuple palestinien. En 1980, une représentation de l'OLP ouvre dans la capitale soviétique lors d'une visite de Yasser Arafat. Enfin, aux Nations Unies, l'URSS fait tout pour soutenir l'organisation palestinienne. Concrètement, les soviétiques livrent des armes légères comme les Kalachnikov, des munitions, des roquettes comme les tristement célèbres Katyusha et du matériel logistique souvent acheminé via des alliés comme la Syrie. Moscou offre des formations militaires. Les terroristes palestiniens sont formés dans des académies militaires soviétiques ou par des conseillers du bloc de l'Est, comme par exemple des agents de la Stasi est-allemande. Les services secrets soviétiques, le KGB, aurait aidé à structurer l'OLP et former ses dirigeants, dont Yasser Arafat, pour en faire un acteur de la lutte anti-impérialiste et déjà anticolonialiste. Pour Moscou, les Palestiniens sont un instrument de leur lutte contre l'impérialisme et le sionisme. L'URSS et ses satellites masquent leur antisémitisme déjà sous l'excuse de l'antisionisme. Des milliers de jeunes Palestiniens ont reçu des bourses pour étudier en URSS, formant ainsi l'élite administrative et technique de l'OLP. Le soutien s'est ensuite affaibli avec la perestroïka. Avec la chute de l'URSS en 1991, l'organisation terroriste palestinienne vient de perdre l'un de ses plus grands soutiens. Elle est donc contrainte de se réinventer et elle doit commencer à négocier. Voilà, un aspect effectivement intéressant. Merci beaucoup Mathieu Winding. Avec nous ce soir, un expert de la Russie, c'est John Hardy qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous, directeur du programme Russie au sein de la Fondation pour la défense des démocraties. Alors pour rebondir sur la Syrie et sur la cause palestinienne surtout, est-ce que vous pensez que Moscou a voulu systématiquement soutenir les causes ou les entités opposées à l'époque aux USA et à Israël? Est-ce que c'est la ligne directrice? Je suis désolé, je n'ai pas bien entendu la question. Vous voulez savoir pourquoi l'URSS voulait défendre et pourquoi ils se sont alliés à la Palestine, c'était ça? Voilà, exactement. Est-ce que la stratégie, c'est tout simplement de contrer les États-Unis par le biais des entités qui s'opposent justement aux intérêts américains dans la région? Donc ça peut être la Syrie, ça peut être la cause palestinienne à l'époque. Eh bien, évidemment, pendant la guerre froide, le Proche-Orient était une région qui avait des combats et des luttes contre, qui avait en son sein le combat entre les États-Unis et le bloc soviétique. Et donc, Moscou, au départ, a soutenu les régimes de type communiste et ils se sont centrés d'abord sur l'Égypte et puis, bien sûr, la Syrie comme acteurs centraux dans la région. Et donc, c'était moins pour une question idéologique que pour de la réelle politique et des intérêts géopolitiques contre les États-Unis, ce qui évidemment leur permettait d'être aussi contre Israël. Et donc, pour revenir à Camp David en 79, en perdant, si l'on peut dire, l'Égypte, est-ce que l'Union soviétique a perdu aussi ou a commencé à perdre le Moyen-Orient, vous diriez ? La perte de l'Égypte a été un échec terrible pour Moscou et c'était inattendu pour eux. Ça n'était pas nécessairement la fin de l'influence soviétique au Proche-Orient, mais certainement le début du déclin. Comme je l'ai dit précédemment, les soviétiques, après avoir perdu l'Égypte, se sont concentrés sur la Syrie. Par exemple, le 5e escadron autour du port de Tardis. Donc, je pense que les Syriens ont utilisé les Soviétiques autant que ça s'est fait réciproquement. Et vous voyez, pour conclure, Camp David comme une sorte de rupture brutale pour l'URSS au Moyen-Orient, ou bien c'est l'aboutissement logique, progressif du décrochage soviétique quand même qui avait été entamé dès 1972, si on veut synthétiser un petit peu.
Écoutez, je crois que Camp David et le traité de paix israélo-égyptien a été la conséquence de Washington prouvant au Caire que la voie pour défendre les intérêts égyptiens ne passait pas par Moscou, mais par Washington. Et donc, évidemment, Moscou n'était plus un partenaire et ça a été évidemment une perte de l'Égypte qui était très importante. Dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Merci beaucoup, John Hardy, d'avoir répondu aux questions avec la traduction simultanée de Gisèle Abazon. Plein gaz, c'est actualité. Tout de suite, l'info chrono. Tsahal a démoli l'habitation de Mahmoud Abed la nuit dernière, l'un des 2 terroristes ayant assassiné le jeune agent de sécurité israélien Shalev Zevuloni, 22 ans. L'attaque s'était déroulée, souvenez-vous, au carrefour du Gush Etzion en juillet 2025. Abed, ainsi que Malik Salem, son complice, avaient poignardé la victime avant de dérober son arme et d'échanger des tirs avec un soldat et un civil israélien. Ils avaient finalement été abattus. L'opération de destruction de la nuit dernière s'est déroulée dans la localité de Khalkhoul. La maison de Salem avait déjà été détruite en décembre à Bazaria. De l'activité également au sud du Liban. L'armée israélienne annonce avoir mené des frappes contre plusieurs dépôts d'armes appartenant au Hezbollah. L'une des infrastructures visées était implantée au cœur d'une zone civile. Tsahal qui dénonce une nouvelle illustration de l'utilisation cynique de la population libanaise comme bouclier humain et l'exploitation de biens civils à des fins terroristes. Un terroriste clé d'ailleurs du dispositif de défense aérienne du Hezbollah a par ailleurs été éliminé ce lundi dans la région de Kharouf. Enfin, alerte budget pour les Israéliens. Les fast-foods riment de moins en moins avec low cost. Après les chaînes Aroma et Art Café autour de McDonald's de mettre à jour ses tarifs, mis à jour évidemment à la hausse. Le Big Mac passe de 20 à 23 shekels, plus 4 shekels pour le menu Mac Royal qui passe à 40 shekels. Les menus pour enfants ne sont pas épargnés. L'enseigne américaine qui invoque l'augmentation continue des prix de l'eau et d'électricité, mais aussi de la volaille et du bœuf. Bon appétit. Une parenthèse économie maintenant, quand les grandes agences de notation mettent à jour leur logiciel au regard des performances d'Israël. Moody's, l'une des 3 grandes agences de notation, vient de relever la perspective de crédit d'Israël de négative à stable. La note de crédit du pays reste à Baa1, soit le 8e échelon sur 21. On traduit en langage commun. Pour Moody's, l'horizon économique d'Israël est bien plus dégagé qu'il y a un an, avec une réduction des risques géopolitiques à l'issue des conflits avec l'Iran ou le Hezbollah, avec un shekel très fort et puis avec une bourse de Tel Aviv qui enchaîne les performances exceptionnelles. Parlons-en avec un expert ce soir, David Allouche, qui nous rejoint. Bonsoir David, analyste financier. Moody's qui ne fait rien de plus qu'une photographie, on va dire, du présent. On est en droit d'attendre peut-être davantage de prise de risque de la part d'une agence de notation. Pourquoi ne pas carrément remonter, c'est la question, la note de crédit d'Israël? Ce rapport, il est effarant. Vraiment, c'est assez incroyable ce qui se passe. Je voudrais juste remettre les choses en contexte pour qu'on comprenne à quel point ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de 20 ans d'échecs. Standard & Poor's, fondé en 1860, qui a été fusionné en 1941, Moody's en 1909 et Fitch en 1913. Des vieilles sociétés, on a l'habitude, on les connaît, c'est très bien. Et on voit dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé en 2001. En 2001, c'est la bulle du Nasdaq, c'est le moment où tout ce qui est high-tech, qui est très mal compris, ne vaut plus beaucoup d'argent, malgré beaucoup de recherche et développement, malgré beaucoup de progrès scientifiques. Donc mon billet de $1, en 2001, il vaut pas grand-chose, surtout qu'après le 11 septembre, il y a une baisse des taux d'intérêt de 0,5%. Donc on arrive en 2001, l'argent est gratuit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va aller dans l'immobilier. Et tout le monde va aller dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est de la pierre. L'immobilier, contrairement à l'Internet, on comprend. Donc on va aller dans l'immobilier. Ça, c'est une première chose qui se passe à partir de 2001. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que les grandes banques d'investissement, elles font des emprunts à long terme pour payer, avec leur trading de tous les jours, avec leur action sur le marché de tous les jours, des prêts à 5%, à 10 ans, 20 ans. Et donc, l'argent est gratuit. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le 15 septembre 2008. Et hormis le fait que ce soit la date de naissance de Casey Karsh, qui est un jeune qui monte dans le domaine des mathématiques aux US, bon, c'est que c'est l'effondrement
du système des agences de notation qui n'ont rien vu, qui ont donné des 3A à tout le monde dans l'immobilier. Il y a un manque de vision, on va dire, c'est comme ça, on va résumer, il y a un manque de vision de la part des agences. Alors, concernant l'économie israélienne, on a tout dit, shekel fort, bourse forte, croissance forte, 5% quand même attendu cette année, l'emploi, la dette, tout ça c'est dans le vert, situation géopolitique qui s'améliore, vigilance tout de même sur certains points, en quelques mots. À mon avis, la seule vigilance à avoir, c'est par rapport à un shekel, si c'est trop fort, puisque le shekel est au plus fort par rapport au dollar aux 30 ans. C'est-à-dire que c'est le plus fort par rapport au dollar américain au cours des 30 dernières années. Mais encore une fois, ce rapport qui nous parle d'une croissance qui est relativement plus élevée que le reste des pays industrialisés, c'est 5% pour Israël, 2,4% aux États-Unis, 1,8% pour le reste du monde industriel d'après le FMI, c'est 1,3, 1,4% en l'Union européenne, mais on a Moody's qui nous dit que oui, c'est relativement supérieur à la moyenne des pays industrialisés. Donc, encore une fois, c'est le rapport qui ne veut pas dire grand-chose. Alors, ce sera la question de conclusion, justement. Est-ce que les agences de notation aujourd'hui font trop de politique, pas assez d'économie ? Oui, je crois qu'ils essaient de rattraper en fait, cet échec monumental de 2008 et qu'ils essayent par des biais politiques, ils essayent avec ce qui est dans l'air du temps. Et on va dire que quand on a vu pendant 2 ans les étudiants de Columbia, de Harvard, ce qu'on appelle les intifadas, les encampments dans les universités américaines, je crois que c'est beaucoup plus un choix délibéré de Moody's politique par rapport à Fitch, qui est beaucoup moins politique, par exemple. C'est délibérément politique plus que c'est vraiment économique, parce que quand on voit l'économie, Dieu merci, l'économie en Israël, ça va très bien. Voilà, effectivement, bien Inara, comme on dit ici. Merci beaucoup, David Allouche, pour cette intervention. En 3 questions, on va rester dans le domaine de l'économie. Où vit-on le mieux en Israël ? Le Bureau central des statistiques vient de publier son rapport annuel pour l'année 2024. Réponse officielle, c'est la ville surprise de Kfar Saba, au nord de Tel Aviv, qui arrive en tête. On en parle avec vous, Shani Guidalia. Bonsoir, Shani. La ville championne toute catégorie quand il s'agit de qualité de vie. Expliquez-nous. Oui, le Bureau central des statistiques a donc publié son classement annuel pour les grandes villes en se basant sur plus de 50 indicateurs, que ce soit l'emploi, l'éducation, la santé, l'environnement et le logement. Et c'est la ville de Kfar Saba qui arrive en tête. Ses habitants sont globalement plus satisfaits de leur travail, satisfaction aussi vis-à-vis des parcs et des espaces verts qui sont assez nombreux, se plaignent moins des nuisances sonores et détail non négligeable, c'est qu'il n'y a eu aucune victime sur les routes en 2024. Toujours sur le podium, en 2e position, on retrouve la ville de Ramat Gan. En 3e position, Herzliya, qui a été l'année dernière le numéro 1, mais qui a glissé en 3e position. Dans le reste du classement, on retrouve les villes de Rehovot, puis Petah Tikva qui passe de la 8e à la 5e place, suivi de Netanya. Et autre surprise du classement, c'est la ville de Tel Aviv qui connaît une remontée spectaculaire et qui passe de la 13e à la 7e place. La ville se démarque par les possibilités de promotion professionnelle, des revenus élevés et un engagement important dans le bénévolat. Dans les groupes de villes à niveau de qualité de vie moyen, on retrouve Beth Shemesh, suivi de Rishon LeZion, Haïfa, Be'er Sheva, mais aussi Bnei Brak et Hadera. Et enfin, à l'autre bout du classement, on retrouve Holon, Ashdod, Ashkelon, suivi de Bat Yam et Jérusalem, la capitale, est en bas du classement en 18e position, après avoir déjà figuré en bas du classement l'année dernière, avec plusieurs fragilités, notamment en termes de pauvreté, de pression démographique, d'inégalité et d'infrastructures sous tension. Une ville, effectivement, à plusieurs vitesses, la capitale. Merci beaucoup, Shani Guidalia. On passe au sport, comme promis, grande fierté. Donc, en Israël, le joueur de basket NBA, Deni Avdia, a donc été sélectionné pour participer au All-Star Game, le Gotha du basket mondial. Bonsoir, Déborah Benayoun. Bonsoir, David. Eh bien, c'est historique pour Israël. Oui, parce que c'est la première fois qu'un joueur israélien participe à cette compétition prestigieuse. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le All-Star Game, on va l'expliquer en 2 mots. Déjà, ça se traduit littéralement par match des étoiles. C'est une rencontre de gala annuelle organisée en février par la NBA. Elle oppose les meilleurs joueurs de basket de la Ligue et donc elle réunit ce match 24 joueurs sélectionnés pour leur popularité et leur performance. Et donc, Deni Avdia, l'Israélien, qui va participer à ce match. Il faut rappeler qu'il joue à Portland et donc il a été sélectionné compte tenu de ses performances impressionnantes. Il faut dire que tous les experts estiment qu'il a eu une année exceptionnelle. Ce match aura lieu le 15 février prochain
à Los Angeles pour le clin d'œil. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on le suit ici et qu'on espérait évidemment qu'il soit sélectionné pour cette rencontre. Il a eu plusieurs déclarations depuis qu'il a été officiellement sélectionné. Parmi elles, la première, c'est celle-là. Il a dit « Je suis fier. Je me souviens de tout mon parcours. Je n'ai pas toujours été dans les situations les plus faciles de ma carrière. J'ai commencé à jouer au basket sans rêve. J'ai laissé le jeu me porter. Je n'arrive pas à croire que j'accomplisse les choses l'une après l'autre. Cela m'émeut vraiment. » L'émotion d'un beau bébé de 2,03 m, on le rappelle quand même. Il a eu un mot émouvant justement pour les Israéliens. Oui, sur les réseaux sociaux, il a eu plusieurs déclarations. Déjà, il a commencé par rendre hommage à ses parents. Il a publié une très jolie photo où on le voit enfant avec ses parents, avec la légende « Je n'aurais pas pu faire ça sans vous ». Évidemment, il rend hommage dans un premier temps. Et puis, il a aussi adressé un message directement au peuple israélien. Je vous propose de l'écouter. Chers Israéliens, vous êtes ma force et mon inspiration, merci. Vous m'avez aidé à réaliser un rêve aujourd'hui. C'est une immense joie, indescriptible et un privilège de représenter mon pays sur la plus grande scène du monde. Ne cessez jamais de rêver, continuez à travailler dur et croyez fermement que tout est possible. Je vous aime et je vous envoie mes chaleureuses pensées. Donc il a montré sa fierté d'être israélien. Et puis les Israéliens le rendent bien, puisque vous allez voir qu'il y a sur la fameuse artère d'Ayalon que tous les Tel Avivis connaissent, il y a une photo également qui a été publiée d'un panneau qui a été affiché sur lequel il y a cette déclaration de Denis Avdia, nous sommes fiers de toi. Donc une grande fierté évidemment pour tout le peuple israélien. On donne rendez-vous à tout le monde le 15 février donc, pour ce fameux match. Voilà, la légende qui ne fait que commencer. Merci beaucoup Déborah Benayoun et merci à vous. C'est la fin de la grande édition. Tout de suite, vous retrouvez Raphaël Hassine pour ça, ce débat. Très bonne soirée à tous sur Actualité.